Notre invité est M. Nestor Paliporini Tchombiano, nouveau conseiller du Conseil économique et social élu en juin 2020. Bonsoir M. Tchombiano. Bonsoir madame. Bienvenue sur Burkina Info. C'est moi, je vous remercie. Alors depuis 2020, le renouvellement du Conseil économique et social est confronté à un blocage. Pour ceux qui ignorent tout de cette affaire, quelle en est la genèse? Ok. D'abord, avant tout propos, permettez que je remercie les premiers responsables de cette chaîne de télévision pour l'honneur que vous m'offrez à travers donc, cette invitation sur votre tribune pour pouvoir m'exprimer et pour pouvoir porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la situation donc, des conseils économiques et sociaux et surtout la question de leur installation, parce qu'ils sont déjà élus il y a au moins voilà, presque un an. Maintenant, ils ne sont pas encore installés. Donc ça, je tenais d'abord à féliciter votre équipe, tout le personnel qui travaille d'arrache-pied pour que nous ayons la qualité des images, la qualité du son, pour que nous puissions être là en train de nous exprimer démocratiquement. Merci. Donc je vous remercie pour tout ce travail que vous faites au quotidien. Ensuite, j'en viens à votre question. Alors donc, si vous permettez une petite historique, ça veut dire que, bon, le CES, le Conseil économique et social, est l'une des plus vieilles institutions du Burkina Faso en termes de démocratie parce qu'elle a été créée depuis 1959. Et pour être plus explicite, il y a effectivement d'autres institutions, même titre que le CES, notamment la Commission nationale des droits humains, la CENI, la CIL, le médiateur du Faso. Et donc, à travers le Conseil supérieur de la communication, par exemple, ce sont des institutions qui accompagnent la démocratie. Donc, en temps normal, à l'intérieur de ces institutions, il y a beaucoup de composantes qui siègent. Et il y a, par exemple, les EEC, il y a aussi des gens que le président nomme. Donc, c'est en réponse à ce processus qu'au niveau du Conseil économique et social, il a été entrepris un processus de renouvellement. Parce que je peux rappeler qu'en 2012, il y a eu effectivement l'élection donc des conseillers qui devaient siéger pour un mandat de 3 ans. En 2015, le mandat prenait fin. Maintenant, il se trouvait qu'on était pendant la transition. Le processus de renouvellement avait commencé. Malheureusement, ça prenait trop de temps. Et le président, en son temps, son Excellence, Michel Kafando, président de la transition, Michel Kafando, avait pris un décret 2015-1546 trans pour proroger le mandat des anciens conseillers Élu en 2012. Élus en 2012 et qui finissaient leur mandat en 2015 jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Maintenant, la transition est finie. Il y a eu des élections présidentielles. Il y a eu un autre président. Et quand la nouvelle gouvernance est arrivée, le nouveau pouvoir est arrivé, le pouvoir actuel, je vais dire, alors, personne n'est revenu sur ça. Ça veut dire que ceux qui étaient élus en 2015, malheureusement, le processus n'avait pas pris fin. On ne sait même pas pour qui a bloqué le processus. Et le processus n'avait pas pris fin. Toutes les structures n'avaient pas renouvelé. Et donc, ils ont suspendu ça comme ça. Jusqu'à l'heure où je vous parle, eux, ils sont tombés à l'oubliette. Si on comprend bien, ce sont ceux qui ont été élus en 2012 pour un mandat de 3 ans qui siègent toujours au CES. Tout à fait, madame. C'est les mêmes depuis 2012 qui avaient un mandat de 3 ans, en principe, qui s'expirait en 2015. Et de 2015 en 2018 jusqu'en 2021, c'est les mêmes qui siègent, sans renouvellement. Mais j'apporte d'autres précisions parce qu'en 2020, il y a eu effectivement cette volonté de renouveler. C'est là où nous avons participé, au niveau donc des EEC, qui interviennent dans le domaine des droits humains. Et nous avons été élus, nous étions 2, au plan national, pour reprendre les EEC au niveau du Conseil économique et social. Sinon, l'ensemble des conseillers s'élève à 30 et 90 conseillers. 60 pour les EEC et les 30%, et les 30, ou les 1 tiers, je veux dire, le président du Faso qui les nomme. Alors vous êtes élu au compte donc, des EEC. Droits humains. Tout à fait. Alors, et depuis 2020 que vous avez été élu, vous n'avez toujours pas été installé. Effectivement, depuis janvier 2020,
après notre élection, personne ne nous a contactés. C'est nous-mêmes, nous avons entrepris des démarches vers le ministère des Droits humains. Puis c'est eux qui avaient organisé les élections pour nous, comme c'est les droits humains. On n'a pas eu de réponse satisfaisante. On a attendu pour après relancer. Malheureusement, le ministère a été dissous. Il a été fusionné avec le ministère de la Justice. Automatiquement, il fallait encore patienter un peu pour que cette nouvelle équipe aussi s'installe, puisque c'est une fusion. On a attendu. Après, nous sommes allés vers la nouvelle ministre. On a demandé une audience. Après, ils nous ont contactés. Nous avons demandé la suite qui a été donnée à notre élection. Je peux vous assurer qu'on n'a pas été satisfait parce qu'on n'a pas été répondu. Ils ne nous ont pas répondu. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez donc pas de raison exacte pour expliquer ce blocage? Bon, franchement, nous ne savons pas précisément ce qui se passe. Puisque nous avons fait les démarches après le ministère, nous avons allé au niveau du Conseil économique et social. Nous avons demandé à rencontrer le Conseil économique et social. Nous avons été reçus là-bas aussi. À leur niveau, ils nous ont répondu que tous les dossiers ont été transférés à leur niveau. Et eux aussi, ils ont transféré là où on doit nommer. Voilà ce qui a été dit. Donc, ce n'est pas à leur niveau, selon leurs explications. Alors, et selon vous, qui est responsable de cette situation que vous décriez? Justement, maintenant, si nous, en tant qu'élus, nous ne savons pas à quel sens se vouer, alors que des gens organisent des élections, nous pensons qu'il y a d'abord un problème de responsabilité. Les gens devaient quand même pouvoir nous répondre, parce qu'à chaque niveau, il y a un responsable. Mais maintenant qu'ils ont fait fi de tout ça, nous nous adressons directement à son Excellence, le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, qui est celui le président du FASO. Et il est censé savoir, au niveau de chaque institution, comment ça se passe pour la nomination. Parce que ça se passe en conseil de ministre des nominations. Donc, nous, notre préoccupation maintenant, nous la posons directement au président du FASO. Et vous avez justement adressé une lettre ouverte au président du FASO. Est-ce que vous avez reçu une réponse? Effectivement, avant de répondre à ça, nous avons fait d'abord, nous avons organisé une conférence de presse le 21 mai pour effectivement prendre à témoin l'opinion nationale et nationale devant la presse par rapport à cette question. Ensuite, le 24, nous avons adressé une lettre ouverte au président du FASO. Mais jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, nous n'avons pas reçu de réaction. Personne ne nous a approchés. Hier même, on vient d'apprendre qu'il y a une session extraordinaire au Conseil économique et social. Le Conseil économique et social a été saisi par le gouvernement sur une question donnée. Pour le nouveau référentiel de développement. Tout à fait. Nous l'apprenons comme vous, quoi. Alors, que comptez-vous faire pour faire appliquer le règlement? Bon, d'abord, je précise que nous sommes des défenseurs des droits humains. Donc, en cette qualité, nous avons beaucoup de stratégies. Je ne vais pas tout dévoiler ici, mais il reste quand même que nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons aller jusqu'au bout de notre démarche. Nous avons écrit la lettre ouverte au président. Nous avons d'autres étapes. Nous comptons, par exemple, organiser une grande conférence de presse pour plus de visibilité, pour plus d'éclat, pour prendre tout le monde à témoin. Parce que la démocratie, elle ne peut pas être à double vitesse. Une pour les uns, l'autre et une autre pour les autres. Ça n'existe pas. La démocratie, elle doit être assise sur un état de droit. Et dans un état de droit, l'État même est soumis au droit. Ce qui veut dire que les gouvernants aussi sont soumis au droit. Nous ne sommes pas les premiers à être dans ce système. Si au Conseil économique et social, on a des élections, les gens ne peuvent pas s'installer, alors que juste 6 mois après nous, il y a eu des élections législatives, les députés ont été installés, nous avons constaté que dans les autres institutions, genre la CENI, ils ont renouvelé partiellement les commissaires, ça veut dire qu'il y a un problème. Et qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cette situation? Pour être sincère, madame, nous-mêmes, nous nous questionnons toujours. C'est qu'il y a quelque part, il y a quelqu'un qui ne veut pas que les choses se décantent. Sinon, je peux dire quoi? Et à quel but? Bon, nous ne savons pas les motifs. Nous ne savons pas les motifs. Nous espérons au moins qu'après ces informations adressées au président du FASO, nous osons croire qu'il n'avait pas l'information. Nous sommes toujours dans cette dynamique. Nous osons croire qu'il n'avait pas l'information. Mais du moment où nous avons organisé la conférence de presse, nous avons adressé une lettre ouverte au président du FASO. C'est un minimum. Nous savons que l'information lui est parvenue maintenant. Ne serait-ce que son entourage, parce que c'est sorti dans les autres journaux de la place. Donc c'est un minimum. Alors pour revenir au Conseil économique et social,
d'aucuns estiment qu'il faut supprimer cette structure. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est mon opinion personnelle ou de toutes les façons. D'abord, je vais répondre de façon objective parce que ce n'est pas des individus qui suppriment une institution. Comme c'est un système de démocratie, je crois qu'il y a eu un processus, beaucoup de réformes, mais à la fin, les rapports ont recommandé le maintien du CES jusqu'à la nouvelle constitution. Ils ont maintenu le CES. Comme je vous ai dit, le CES fait partie des institutions qui accompagnent la démocratie. C'est une grande institution et c'est l'une des plus vieilles d'ailleurs. Elle date de 59. Donc il n'y a pas de raison. Et même si ça c'était la raison, on ne devait plus les saisir hier. Rien qu'hier, on les a saisis pour une question. C'est qu'ils sont importants. Et il y a les fonctionnaires qui y travaillent là-bas. Il y a un président, il y a tout un staff là-bas. Il y a quand même d'autres interrogations peut-être qu'il faut se poser. Voilà, sinon ce n'est pas justement parce qu'elle est inutile. Si elle était inutile, je crois qu'il y a longtemps, elle n'était pas la seule d'ailleurs, on avait proposé que le médiateur de façon soit supprimé. Voilà, mais je crois que dans les textes c'est maintenu. Et donc je ne peux pas avoir une opinion en dehors de ce qui a été dit dans les textes. Voilà. Alors quelles sont vos attentes aujourd'hui? Ben, nos attentes que d'abord le président nous écoute et qu'il intervienne. Parce que c'est lui le premier magistrat de ce pays. Si lui nous écoute, bon, les choses vont se faciliter. Sinon, nous allons qualifier ça d'une violation des droits humains. Alors, la décision autorisant votre élection, l'élection des conseillers en 2020, elle est venue du ministère des Droits humains. Il y a eu un communiqué du ministère des Droits humains où nous avons déposé notre candidature et nous avons pris part aux élections. À la fin, il y a un PV qui a été dressé par le présidium accompagné d'un huissier de justice. Donc, pour nous... Alors, quelle devait être la suite de la démarche après l'élection? Bon, je ne suis pas dans les secrets de ces actes administratifs, mais je pense qu'après ces élections, on devait transférer immédiatement le dossier au CES. Parce que c'est là-bas où les gens devaient siéger. Donc, à leur niveau, ils centralisent et après, ils envoient ça en conseil de ministres. C'est comme ça, moi, je pense. Cela a-t-il été fait ou pas? Bon, quand nous avons entamé la démarche, on nous a fait savoir au niveau du CES qu'ils ont tout transmis au niveau de la présidence du FASO. Voilà ce qui a été dit. Maintenant, qu'il y a par exemple les S-qualités, ceux qui doivent être nommés, qui n'ont pas été nommés. Mais nous craignons justement de subir le sort de nos prédécesseurs. Celui en 2015. Parce que eux, c'était pire, ils n'ont pas terminé le processus et personne n'en parle. Et si nous, aujourd'hui, depuis juin 2020, nous nous taisons, c'est évident que nous allons subir le même sort. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes sortis. Même si nous n'étions pas élus, en qualité de défenseurs des droits humains, nous avons le droit de défendre les intérêts des populations. Nous avons le droit d'interpeller l'autorité. Nous avons le droit d'exiger la normalisation de cette situation. Parce qu'il y va de notre démocratie. Quand on parle de la démocratie, c'est ensemble qu'on construit une démocratie. Merci à M. Tchombiano d'être passé. C'est moi qui vous remercie, madame. Et merci à vous, c'est tout pour l'entretien.